Coucou, 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 coucou à tous. Merci d'être connectés avec moi ce matin, cet après-midi. Ça dépend de votre position géographique. C'est la guêpe. Toujours un plaisir d'être avec vous et toujours un plaisir de partager mes directs et mes bâillements. Qu'est-ce qui se passe en ce moment et à cet instant T au niveau de notre belle Afrique, notre belle patrie qui est la Côte d'Ivoire? Je vous prie de partager massivement ce direct parce que je le dis tout le temps que nous sommes en guerre de communication. Donc rassurons-nous que les informations que nous partageons puissent véhiculer sans crainte et surtout sans peur. Nous allons faire des révélations, nous allons faire des cassements de papeaux. Qu'est-ce qui se passe? Il y a une information qui nous est venue que il y a les émissaires de l'ONU qui sont sur le territoire ivoirien, voilà, en train de parler de ce qui doit se passer concernant les élections présidentielles de 2025 à venir. Le président Laurent Gbagbo, comme je l'ai dit, haut et fort, que ça soit clair, net et limpide dans la tête de tout un chacun, que il a été acquitté. Donc cela veut dire quelque part que ce qu'on lui reproche, il n'y a pas eu de preuve, ce qu'on lui reproche, il n'y a vraiment rien pour pouvoir le condamner. Mais bien avant d'arriver sur le côté du président Laurent Gbagbo, bien avant d'aborder même le sujet du président Laurent Gbagbo et de l'ONU qui est sur le territoire ivoirien, je l'ai dit que les élections de 2025 à venir au niveau de la Côte d'Ivoire sont des élections qui font très peur parce que même la communauté internationale n'est pas du tout sereine parce que nous avons un dictateur, un sanguinaire, un imposteur, un bandit notoire de grand chemin du nom de Ouattara qui est à la tête de la Côte d'Ivoire depuis des décennies et qui ne veut pas partir, mais bien au contraire, qui a brigué un 3e mandat et qui s'apprête encore à briguer un 4e mandat anticonstitutionnel qui risque encore de faire couler le sang des Ivoiriens. Qu'est-ce qui se passe? Faites monter le mercure dans les partages. Je vais vous partager avec des vidéos avec vous. Je vais vous faire des révélations. Des vidéos peut-être que certaines personnes n'ont pas eu connaissance. Voilà de réellement qu'est-ce qui se passe. Pourquoi est-ce qu'il y a cet acharnement autour du président Laurent Gbagbo? Pourquoi est-ce que les élections de 2025 à venir dans notre pays sont des élections qui sont incertaines? On va d'abord débuter par les paroles même de Alassane Ouattara. Qu'est-ce que ce monsieur nous dit? On va écouter attentivement et nous allons écouter minutieusement ce que Ouattara nous dit. On y va. Je vais mettre en place aussi une commission d'enquête sur la rébellion pour savoir comment la rébellion a été organisée, qui l'a organisée, qui l'a financée et pourquoi il y a eu tant de dégâts et de souffrances et de tueries des frères ivoiriens entre eux. Donc, juste pour vous dire que Alassane Ouattara a promis aux Ivoiriens qu'il allait retrouver les personnes qui sont à la base de cette rébellion qui a endeuillé des milliers d'Ivoiriens. Plus de 3000 Ivoiriens ont perdu leur vie dans cette histoire des élections à cette époque. Mais qu'est-ce que ceux qui ont mené le combat pour Alassane Ouattara, qu'est-ce que ces personnes disent concernant les élections? Pour qui est-ce que ils ont mené ce combat? Pour qui est-ce que la rébellion a existé? Nous allons écouter et je vous prie de continuer à faire monter le mercure. Nous, on n'est pas là pour faire coup d'État. Nous, on n'est pas là pour faire coup d'État. C'est de l'argent là, nous, on veut. Il a parlé devant tout le monde ici que nous, il doit nous payer 12 millions de francs CFA. Ces 12 millions-là, il a donné 5 millions. On a fait guerre. On a fait guerre. Il a reconnu. Tout le monde a reconnu aussi qu'on a fait guerre. Nous, on était à Boaké ici. On a nos chantiers sur l'herbe. Non, on a fait nos guerres. Est-ce que sinon on n'a pas fait guerre là, on va se lever derrière lui? Pourquoi? Nous, c'est 8400. S'il y a autre force ailleurs qui réclame quelque chose, nous, on n'a rien à voir dedans. On a perdu des frères. On a perdu des frères. On a perdu des sœurs dans ce combat-là. Les femmes sont là, les enfants sont là. Elles nous regardent. On est militaires. Les chefs de guerre qui sont derrière lui là, c'est eux qui nous ont formés. Il sait ce que nous on sait. On va réécouter
Écoutez encore, s'il vous plaît, c'est important. Écoutez attentivement. Nous, on n'est pas là pour faire coup d'État. Nous, on n'est pas là pour faire coup d'État. C'est de l'argent là, nous, on veut. Il a parlé devant tout le monde ici que nous, il doit nous payer 12 millions de francs CFA. Ces 12 millions-là, il a donné 5 millions. On a fait guerre. On a fait guerre. Il a reconnu. Tout le monde a reconnu aussi qu'on a fait guerre. Nous, on est à Boaké ici. On a non chanté ça. Non, on a fait nos guerres. Est-ce que sinon on n'a pas fait guerre là, on va se lever derrière lui pourquoi? Nous, c'est 8400. S'il y a autre force ailleurs qui réclame quelque chose, nous, on n'a rien à voir dedans. On a perdu des frères. On a perdu des frères. On a perdu des sœurs dans ce combat-là. Les femmes sont là, les enfants sont là. Elles nous regardent. On est militaires. Les chefs de guerre qui sont derrière lui là, c'est eux qui nous ont formés. Ils savent ce que nous on sait. Ok. Donc, c'est clair, net et limpide que si cette rébellion n'avait pas été faite par Ouattara, si Ouattara n'était pas le responsable de cette rébellion, je ne pense pas qu'il allait faire une promesse de 12 millions à ces personnes à cette époque, où ces personnes ont seulement reçu que 5 millions et se plaignaient du reste de leur sort. Donc cela veut démontrer et cela montre encore que Alassane vraiment Ouattara a payé des mercenaires pour venir faire la rébellion au niveau de la Côte d'Ivoire. Il leur a promis, comme d'habitude, il a l'habitude de promettre, voilà, à ces personnes, je vais faire comme ci, je vais faire comme ça, premier en bas, tu seras le futur président de la République de Côte d'Ivoire, premier à Amadou Gon Coulibaly, premier à Guillaume, c'est que premier à toutes les personnes qui sont autour de lui. Mais comme Ouattara est une personne qui ne respecte jamais ses paroles, il n'a pas respecté ses paroles en ce qui concerne ces 8400 qui, à un certain moment donné, ont demandé, mais attends, Joe, là, tu nous as promis 12 millions et on n'a reçu que 5 millions. Où est le reste de notre argent? Pour vous démontrer encore que, quand on est en train de parler de vraiment à qui appartient cette rébellion, même bien vrai que nous voyons aujourd'hui qui bénéficie de la rébellion, qui en profite des fruits de la rébellion. Mais il y a certaines personnes qui sont là, qui disent « Ah non, mais on n'est pas d'accord, c'est pas Ouattara, voilà, c'est Guillaume Soro. Guillaume Soro a écrit un livre pour dire pour que les rebelles, je vous dis souvent, c'est important de lire. La lecture, elle développe l'esprit, la lecture, elle est très importante parce que tu ne peux pas te baser sur le titre d'un livre et puis juger la personne. Et bon, nous les Africains, généralement, on a comment on le dit, cette facilité, voilà, de juger. Allez lire le livre de Guillaume Soro, vous allez avoir une idée réellement de ce qui a été dit dans le livre. Bref, je reviens encore pour dire que Ouattara a promis à des mercenaires sanguinaires de l'argent, pas pour venir donner des biscuits, des bonbons et des chocolats aux Ivoiriens, mais bien au contraire, pour venir déstabiliser la Côte d'Ivoire, déstabiliser et tuer des Ivoiriens. Et nous avons eu presque près de 3000 morts. Qui sont les responsables des 3000 morts? Il nous promet encore que lui, il n'a aucune idée de la rébellion, il n'a aucune idée des personnes qui ont tué les Ivoiriens à cette époque et que il y aura des investigations qui seront faites par lui encore, en greffé, Ouattara, pour pouvoir trouver les auteurs des 3000 morts. Mais depuis combien d'années, combien de décennies, nous n'avons toujours pas encore trouvé les responsables des 3000 morts. Mais ne l'oublions pas que le président Laurent Gbagbo a été jugé. Il a été jugé concernant ces histoires de 3000 morts. Donc on est clair, net et limpide là-dessus que nous ne pouvons plus revenir et accuser encore le président Laurent Gbagbo dans cette histoire de 3000 morts parce qu'il a été déjà jugé. Donc, si nous considérons les paroles de Ouattara et que la CPI n'a pas pu trouver et que la CPI a démontré, voilà, le président Laurent Gbagbo a démontré à la CPI qu'il n'est pas le propriétaire des 3000 morts et que la CPI n'arrive pas à mettre la main et que Ouattara nous promet de trouver les propriétaires des 3000 morts. Pourquoi jusqu'à présent, jusqu'à cet instant T, les investigations n'ont pas débuté et nous ne connaissons toujours pas les 3000 morts? La seule raison et l'unique raison qui nous emmène à comprendre que on ne peut pas faire des investigations sur l'histoire de 3000 morts, sur une histoire des rébellions qui a existé en Côte d'Ivoire, parce qu'il y avait deux personnes qui étaient en pas là. Il y avait le président Laurent Gbagbo, le camp du président Laurent Gbagbo, et aussi le camp de, comment on appelle, de Ouattara. Donc, si la CPI a déjà démontré, certifié, confirmé, acquitté le président Laurent Gbagbo sur ces histoires de 3000 morts, cela veut carrément, complètement, et que ça soit clair, net et limpide qu'il n'est pas le propriétaire. Qui est le propriétaire? Donc, le propriétaire de 3000 morts, c'est bien évidemment
Alassane Draman Ouattara, je le dis basé sur quoi? Je le dis basé sur le fait qu'il a promis de l'argent à ses mercenaires, près de 12 millions de francs CFA, et ces gens ont reçu 5 millions. Ils ne sont pas venus vers le président Laurent Gbagbo pour dire, ah, on a besoin du reste de notre argent. Ils ne sont pas venus vers Guillaume Soro pour dire, ah oui, bon, comme tu en as dit que c'est toi qui étais à la tête de la rébellion, où est notre argent? Ils ont indexé qui? Ils ont indexé directement, sans ambiguïté, Alassane Draman Ouattara, et c'est à lui qu'ils ont demandé le reste de leur argent. Donc, je veux que ça soit clair dans la tête des Ivoiriens que la seule et l'unique personne qui est responsable des 3000 morts en Côte d'Ivoire, qui est l'auteur, le commanditaire, voilà, de la rébellion, est bel et bien Alassane Draman Ouattara. Je vais revenir encore, je vais partager une vidéo ici avec vous qui va nous expliquer réellement comment est-ce que cette rébellion s'est passée. Qu'est-ce qui s'est passé? Quelles sont les différentes informations que nous n'avons pas eues? C'est important de faire un flashback pour permettre à certains Ivoiriens, et surtout celles de cette nouvelle génération, de comprendre pourquoi nous menons ce combat. Quelles sont les raisons qui nous emmènent à mener ce combat? Pourquoi est-ce que nous sommes aussi acharnés sur Ouattara? Pourquoi nous continuons jour, matin, midi et soir à démontrer que Ouattara n'est pas bon pour la Côte d'Ivoire? Je vais vous partager avec vous ce reportage et on y va. Quand vous dites qu'on a donné 2 milliards à Blaise Compaoré et 60 milliards pour la rébellion, quand l'argent a été récupéré une fois de retour, maintenant comment l'argent a été utilisé? L'argent ne devait que transiter par Blaise qui était le tuteur d'IB. Et puis, mais progressivement, il gérait voilà, la chose pour que ce soit bien fait. Mais malheureusement, arrivé ici, Blaise n'a donné que 2 milliards à IB pour commencer. Et quelques armes, j'ai dit bien précis, j'ai quelques armes. Vous voyez, la télévision ivoirienne a montré une arme lourde et indéplaçable devant le cas d'Arma. Et vous dit que la Côte d'Ivoire est attaquée par un pays étranger et que voilà, cette arme-là, cette arme lourde-là ne pouvait pas provenir d'une rébellion, que c'est un pays vraiment qui les attaque. Et il y avait la deuxième arme lourde comme ça, était à Boaké pour déloger le cas Génie, pour prendre le cas Génie. Et la troisième était devant la BAE, un camp réputé proche pour Gbagbo, des extrémistes du. Donc voilà les 3 armes lourdes qu'on a reçues. Alors il y a eu des centaines. Donc vous voyez, quand, sinon si on avait tout l'arsenal que Kadhafi a donné, mais Gbagbo tombait la même nuit ou la même semaine. Mais quand on n'a pas reçu tous les armes, et Blaise nous dit si on prend un camp, on prend les armes, on récupère, au fur et à mesure, on devait combattre. Donc ça a rallongé la crise. Voilà comment Gbagbo n'a pas été renversé la même nuit, monsieur. Alors, vous avez dit qu'on vous a remis que 2 milliards de retour donc, à Ouagadougou, oui, pour que vous puissiez continuer donc, à mener la lutte sur le terrain. Concrètement, les armes que vous avez reçues, comment vous les avez utilisées sur le terrain? Parce qu'apparemment, vous avez été trahi par Blaise Compaoré une fois après avoir quitté Kadhafi. Oui, et c'est là qu'est née la bombe de discorde entre Blaise et IB. Parce que quand les armes ont été bloquées, on a donné une infime partie. Et les 60 premiers chefs de groupes rebelles qui sont entrés ont eu des armes pleines de bâchés pick-up. Là, c'était des Kalachnikov A52, des 12-7 RPG, des roquettes, donc, mais qui n'étaient pas un nombre suffisant. Vous voyez? Donc, alors que les jeunes sur le terrain, dès que maintenant on a lancé un appel, tout jeune qui veut combattre, qui veut nous aider peut venir. Donc les gens venaient volontairement parce que les gens en avaient marre dans tout le pays d'être contrôlés, d'être brimandés par les forces de l'ordre. Vous comprenez? Il suffisait de porter un boubou, on assimilé de Maliens, de Burkinabés, donc, alors qu'au Burkina, c'était même pas trop, le boubou n'était pas trop porté. Et ce qui me fait rire, tous ces gens-là, Gbagbo a aidé à l'époque le Burkina pour pouvoir aller en France et un jour être présent en Côte d'Ivoire, mais une fois au sommet de l'État, il préfère. C'est vrai qu'il fait partie des acteurs politiques ivoiriens qui a trouvé refuge au Burkina Faso ici. Oui, et chose que moi-même, je n'ai pas encore reçue. Donc, c'est pour vous dire quoi, dans la vie, chacun a sa chance, bien que le ministre de l'Intérieur, de chez vous, Alpha Barry, il est de mon village, Niakara. Oui, il a fait la Côte d'Ivoire. Le ministre des Affaires étrangères. Oui, le ministre des Affaires étrangères. Bon, j'ai écrit, demandé une demande d'asile parce que vu ce qu'il a fait, il y avait besoin un peu de couverture sécuritaire. Donc, bref, je reviens au sujet pour dire que voilà comment est née la rébellion et voilà comment on a été trahi par Blaise. Le monde n'est pas fort, comme vous le dites, mais arrivé. C'est une trahison, oui, puisqu'en principe, il avait 60 milliards, comme vous l'avez dit, mais il nous a remis que 2 milliards. Blaise IB était devenu quelqu'un de gênant qu'il faut donc éliminer, c'est-à-dire enlever de la rébellion. Vous voulez dire que Blaise Compaoré voulait éliminer Ibrahim Koulibaly? Non, pas l'éliminer physiquement, mais l'enlever de la rébellion. Voilà, le neutraliser. Parce qu'il en savait trop, monsieur. Quand on vous donne quelque chose et que vous voulez bloquer tout cet argent, mais et lui qui est le témoin, vous faites quoi? Bon, moi, je n'étais pas méconnu, j'étais son chargé de mission, machin. Donc, le problème, on ne pouvait pas, on s'entend. En tout cas, on ne s'est pas pris aussitôt à moi.
Et quand j'ai observé les choses, et à un moment, il m'a donné, Blaise a fait croire à Bibé que le terrain est prêt. Il y a des gens en France que, voilà, dès qu'il arrive, il peut les contacter. Voilà, on leur a donné des numéros, il les appelle. Ces gens se font l'aider, comme Bob Dina le faisait. Et ce sont des mercenaires en renversé Gbagbo. Dès que Ibé rentrait avec le régiment français qui était en place, la licorne, ils allaient renverser Gbagbo, Blaise allait, et Ibé allait diriger la transition de 6 mois et faire des élections pour que, voilà, Alassane arrive au pouvoir. Parce que, pas arranger Alassane, mais s'il y avait des élections claires, Alassane était tellement populaire qu'il allait gagner. Donc on fait croire cela à Ibé. Moi j'accompagne Ibé, je suis Gibril Mebasolé. À l'époque, Mebasolé, vous voyez, je ne sais pas bien, le quartier, il habitait dans une maison basse, il n'était même pas dans un duplex. Il est rentré, ça rentrait comme ça, et il nous a reçus là, dans sa villa, à 18h15 où il a donné le visa et le billet d'avion à Ibé. La France avait déjà donné. Blaise avait tout préparé. Et c'est moi qui ai accompagné Ibé encore ce soir à 18h où Basolé nous a remis le billet d'avion et le visa. Et quand il a pris son avion, il s'est fait arrêter en France. Il avait fait une déclaration que dans 7 jours, il devait rentrer à Abidjan et que Gbagbo allait tomber. Donc il avait été piégé simplement par Blaise et vous. Donc voilà réellement ce qui s'est passé. Entre-temps, dès que la guerre a éclaté sur le terrain, Gbagbo, quand il a filmé ses armes, et je vous ai dit que Kadhafi nous a donné ses armes lourdes, indéplaçables, quand on a frappé, que vous gagnez ou pas, si vous gagnez c'est bien, là vous récupérez vos armes. Mais si vous devez battre en retraite, ces armes-là, vous ne pouvez pas les prendre, puisque ces armes qui sont plantées là, au sol, ce sont des armes lourdes, vous ne pouvez pas battre en retraite avec, on a abandonné ces armes, que la RDA a filmé que, voilà, la Côte d'Ivoire attaquée par un pays étranger. Alors, ce sont les forces du mal. À partir de ce moment-là, Gbagbo a demandé à la France que les accords rentrent en application, ou si la Côte d'Ivoire est attaquée, la France doit intervenir. Donc, vous voyez que il y a beaucoup de choses qui se sont passées pendant la planification de cette rébellion qui a endeuillé des milliers d'Ivoiriens. Aujourd'hui, Blaise Compaoré est ouf. Il est sur le territoire ivoirien. C'est ça qui est la vérité. Donc, quand vous voyez certains pas, faits et gestes de Ouattara, vous voyez que Ibé a été éliminé. C'est pas la guerre qu'il a dit. Hein. Ibé était une menace pour qui? Ibé était une menace pour Blaise Compaoré. Ibé était une menace pour Ouattara. Parce que Ibé en savait beaucoup. Voilà. Le sergent Ibrahim, comment on appelle le travail, on savait beaucoup sur réellement ce qui se planifiait. Quand j'entends certaines personnes en train de dire, ouais, c'est Guillaume Soro qui a tué Ibé, c'est Guillaume Soro qui est à la base de la mort de Ibé, c'est Guillaume Soro. Mais ça m'amène à réfléchir, ça m'amène à me poser la question par moment, est-ce que vous êtes réellement au sérieux? Qui est-ce que Ibé dérangeait? C'est la question. Qui savait beaucoup de choses? Qui était en connivence avec Ibé? C'est la question que vous devez vous poser. Et n'oubliez pas que Ibé était le garde, un des gardes-corps, si je ne me trompe pas, de la femme d'Alassane Ouattara. Donc il y avait cette liaison qui était entre le sergent Ibrahim Traoré et Ouattara. Et c'est au sergent, et c'est pardon à Blaise Compaoré que les milliards de francs d'argent qui devaient être destinés à aller déstabiliser la Côte d'Ivoire, aller endeuiller les Ivoiriens, c'est dans la main de Blaise Compaoré que cet argent est passé. Et qu'est-ce que Blaise a fait? Blaise il n'a pas donné tout l'argent, il a seulement donné près de 2 milliards pour pouvoir débuter la rébellion. Vous voyez que il y a beaucoup de personnes qui sont à la base de la déstabilisation de la Côte d'Ivoire. Cela m'amène encore à aller encore plus loin. Quand l'actuel président de la République du Burkina Faso, le capitaine Ibrahim Traoré, nous dit que nous ne voulons pas que la Côte d'Ivoire a été une base arrière. Pardon, le Burkina a été une base arrière. Ils savent réellement ce qui s'est passé pour déstabiliser. Donc, ils ne veulent pas de ça. C'est la vérité. Il faut reconnaître que à cette période, le Burkina a vraiment participé activement à la rébellion ivoirienne. Il faut l'assumer. Si ce n'était pas Blaise Compaoré là, où l'argent qui a été remis, qui devait être utilisé pour la rébellion, allait passer. C'est dans la main de Blaise Compaoré, c'est passé. Mais Blaise, il est où? Il est sous la protection de Alassane Ouattara, il est en Côte d'Ivoire. Pendant ce temps, les personnes qui ont mené le combat pour Ouattara, il y a d'autres qui ont été tués, il y a d'autres qui ont a fait d'eux des exilés. C'est de ça qu'il s'agit. Et quand d'autres personnes veulent recevoir ces personnes, on dit non, mais pourquoi on doit recevoir Guillaume Soro? Non, c'est pas normal. Ouattara commence à péter les ponts, il commence à être dans tous
Mali, du Burkina, ou aussi du Niger, Ouattara et la Côte d'Ivoire est le pays qui accepte ça. Tous les opposants qui ont essayé de déstabiliser leur pouvoir, eux tous ils se retrouvent en Côte d'Ivoire. Mais quand on fait le vice-versa, il n'est pas content. Et pourquoi? Je vais partager encore avec vous. Aujourd'hui, nous allons essayer de faire un flashback. On va aller un peu rapidement. Certes, vous allez écouter. Hier, j'ai eu à faire le direct où je vous ai parlé. De quoi? Je vous ai parlé de la géolocalisation de eBay pendant la rébellion. Je vous ai parlé du DG de Orange. À cette époque, monsieur Bamba, celui-là même qui a géolocalisé eBay, qui a donné l'endroit spécifique où eBay se trouvait, pour que les gens puissent aller tuer eBay. Vous avez cru encore que, oh non, édition. Mais je vous dis, faites attention à Orange Côte d'Ivoire. Beaucoup attention. On va écouter encore. On y va. C'est parti. Il était au Golfe, c'est lui qui... Oui, on lui envoyait la localisation GPS directement sur son portable et il relayait les informations de la position de tout un chacun qui avait un numéro orange sur lui. Même après, quand on est parti à PK18 derrière IB aussi, dans la maison que IB était retranché là, c'est le directeur d'Orange qui a localisé le numéro orange de IB et puis il a confirmé qu'il est dans la maison avant qu'on va piroler la maison. En tout cas, il a joué un grand rôle, hein, puisque tous ceux qui avaient un numéro orange étaient reportés automatiquement si le portable du directeur d'Orange qui relayait ça directement au Golfe, les informations remontaient sur les chefs de guerre directement. Voilà. Tu confirmes bien qu'on parle bien de comment il s'appelle en 2010, c'était Mamadou Bamba. J'ai dit, les gars, vous allez m'expliquer, tous ceux qui sont en haut là, quand vous avez fini vos questions, tout le monde va descendre. Je vais faire monter, il y a du monde en bas que si nous tous on veut laisser là, il passe. Okay. Voilà. D'accord, ben je vais. Donc c'est lui avec la direction d'Orange qui donnait les positions de tous ceux qui avaient les numéros orange à les positions et après la localisation GPS de l'armée française de où les armes nous étaient positionnées. Et c'est lui qui donnait les informations et on remontait ça à Ouattara directement et on envoyait les éléments sur place. Voilà. Donc encore, c'est confirmé, c'est certifié les dires de la guêpe depuis combien d'années, je ne fais que vous dire. Mais maintenant, petit à petit, les personnes même qui ont participé, qui étaient là pendant cette rébellion, qui ont contribué à cette rébellion de près ou de loin, sont en train de faire des confessions. Je l'ai dit, Orange, Côte d'Ivoire, c'est de la merde, c'est du bordel. J'invite les Ivoiriens à chercher d'autres trucs. Parce que, je l'ai dit hier, j'ai dit, vos conversations sont traquées, sont écoutées avec Orange Côte d'Ivoire, qui est à tout moment qu'il y a des problèmes, c'est toujours le nom de Orange Côte d'Ivoire. Je ne parle pas des autres pays, hein, je parle précisément de Orange Côte d'Ivoire qui est toujours à la base, voilà, de quelque chose. Ce sont eux qui sont toujours au milieu. On va écouter maintenant. Qu'est-ce qui se passe? De quoi est-ce que on accuse le président Laurent Gbagbo? On va écouter minutieusement et on écoute attentivement. On y va. D'avoir braqué la BCEAO, c'est-à-dire la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest. Voyez-vous, Gbagbo Laurent en train d'aller braquer une banque. Vous n'avez pas donné d'ordre d'aller braquer cette banque? Bon, donc, c'est grotesque. C'est grotesque, mais c'est tout ça la bataille. C'est-à-dire que on ne recule devant rien pour nous contrer. Pour vous, c'est une cabale, Monsieur le Président? Mais dès qu'ils ont su que j'étais en train d'être acquitté à la CPI, ils ont montré quelque chose ici. Parce que pour eux, ils m'avaient envoyé à la CPI. C'était ad vitam aeternam. Or, voici que je m'apprêtais à revenir. Donc, ils ont monté une petite cabale. Pour vous, c'est une cabale, il n'y a rien à vous reprocher sur ce braquage-là de la BCEAO? Mais vous ne reprochez rien? Il n'y a jamais eu de braquage. Quand j'étais président, on a voulu, comme on le fait aujourd'hui
pour les États de l'AES, on a voulu faire en sorte que, à l'intérieur du pays, la population se révolte contre moi. On a coupé le robinet. Voilà. Donc, on a voulu m'empêcher de payer les salaires. Un matin, j'allais au conseil des ministres et j'apprends par la radio qu'un certain nombre de banques ont fermé et que tous les dirigeants sont partis hors du pays et c'était la fin du mois. Donc les salaires étaient déjà positionnés. Donc il ne fallait pas que les banques ouvrent. Donc j'ai décidé, arrivé au conseil des ministres, de nationaliser ces banques-là et d'y affecter illico presto des Ivoiriens qui ont procédé au paiement des salaires. C'est ça le braquage? C'était le braquage, ça. Donc on ne vous accuse pas de vous être enrichi avec ça, c'est d'avoir payé les salaires. Voilà. Et donc, on a payé tous les salaires. Et quand on a vu que le braquage ne prenait pas avec moi, c'est là qu'on a décidé de me vitrifier. On va parler de la vitrification. Voilà. J'ai dit qu'on était 4 condamnés. Les 3 autres sont amnistiés. Et moi seul, je ne suis pas amnistié. Enfin, comment voulez-vous qu'on traduise cela? Que vous étiez le chef braqueur? Non. Ils ont désigné le chef braqueur dans le jugement que c'était Kone Katina, le ministre du budget. Et moi qui ne suis que l'inspirateur du chef braqueur, je veux dire que c'est d'un ridicule et d'un grotesque. En tout cas, merci, Monsieur le Président, de nous avoir reçus. Merci. Merci de nous avoir accordé cet entretien. Merci. Cet entretien est à présent terminé. Ok. Donc, vous avez compris que le président Laurent Gbagbo nous dit, quand ils ont su qu'il allait être acquitté, il fallait venir maintenant avec une autre forme d'accusation pour pouvoir l'empêcher, parce qu'on savait bien qu'il allait rentrer, pour pouvoir l'empêcher à être un candidat potentiel aux élections encore à venir au niveau de notre pays. Donc, puisque tout a été jugé, tout a été dit à la CPI, les 3000 morts, il a fait comme ci, il a fait comme ça, tout et tout, et que finalement il a été acquitté. Il fallait trouver maintenant un dernier recours. Le dernier recours, c'était quoi? C'est la banque, la BCAO. Donc, on accuse Kone Katina d'avoir cassé, voilà, braqué la BCAO. Mais ce qui est bizarre, c'est que dans ce qui a été expliqué, ce n'est pas seulement Bouaké. C'est pas seulement la BCAO de Bouaké qui a été cambriolée. Selon les dires, il y a eu aussi la BCAO au niveau de Mons, si je ne me trompe pas, Bouaké, et il y a quelle autre ville encore? Il y a Msokro, si je ne me trompe pas. Mais sinon, il y a trois différents endroits où les banques ont été braquées. Pourquoi c'est sur la banque de Bouaké qu'on s'acharne? Pourquoi pas sur les autres banques? Est-ce parce que les autres banques sont, comme on le dit au début, sont, comme on le dit, au nord de la Côte d'Ivoire? Donc, on ne veut pas dire que c'est là-bas. Pourquoi? Au fait, je n'ai pas saisi, mais je vais investiguer un peu plus sur ce sujet. Mais de toutes les façons, c'est 3 banques qui ont été attaquées. Maintenant, qu'est-ce que nous allons parler? Nous allons parler de comment est-ce que réellement cette histoire de banque, ce petit problème qui est vraiment un grand problème qui est en train de, quelque part, être un outil pour empêcher le leader, le président, comment on appelle, Laurent Gbagbo sur la liste, le mettre sur la liste électorale. Pourquoi est-ce que on s'acharne? Quel est réellement le problème avec cette histoire de la casse de la BCAO? Est-ce qu'il y a eu réellement une casse au niveau de la BCAO? Est-ce qu'il n'y a pas eu la seule et l'unique personne qui peut nous donner des informations claires, nettes, limpides sur ce sujet et la personne qui était à la tête à cette période?
On va écouter attentivement et nous allons écouter minutieusement les propos de ce monsieur qui était à la tête. On y va. Même un billet de 10 000, ça fait des cartons ou bien des caisses. Pratiquement des conteneurs. Comment... Pour revenir encore, Philippe Henry était l'ancien gouverneur de la BCEAO. L'ancien gouverneur de la BCEAO, dont il était là à la période pendant la rébellion. Il savait réellement, c'est lui qui était le gouverneur de la BCEAO. Donc, il va nous donner des explications réellement. C'est cette histoire de BCEAO qui veut empêcher la candidature quelque part du président Laurent Gbagbo. Pour que les Ivoiriens aient réellement une idée claire, nette et limpide. Il a fait, il n'a pas fait comment? On va écouter ce monsieur. On y va. Le ministre Katina, qui pour sauver sa vie, a fui en passant par Noué, etc., et quelquefois en pirogue, pouvait donc avoir toutes ces caisses d'argent sur sa pirogue en train de pagailler pour sortir donc du danger. Non. C'est pour dire qu'effectivement, le casse n'a pas existé. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Et c'est ça qui est dommage, parce que pour un pays comme la Côte d'Ivoire, il ne faut pas que la politique se fasse sur des mensonges. C'est ça. Les autorités de la BCEAO, en agissant ainsi, est-ce que ce n'était pas une sanction qui était appliquée à la Côte d'Ivoire? C'était au plan économique. Asphyxier l'État de Côte d'Ivoire. Oui, effectivement. C'est-à-dire ça rentrait dans un plan commun, cette fois-ci réel. Hein. Ça rentrait donc dans ce plan-là de liquider le président Gbagbo, de le mettre, j'allais dire, entre guillemets, hors d'état de nuire, selon eux. Alors, ils ont tenté de le faire de différentes manières, parce que l'éliminer, le mot éliminer contient... C'est dans l'édifier comme vous l'avez voilà, donc si on veut éliminer, on peut tuer en éliminant, on peut écarter, on peut museler, etc. Mais en fait, faire en sorte qu'il ne soit plus gênant pour qui que ce soit, dans leur camp. C'était ça. Alors, on n'a pas réussi à le tuer. C'était dans le sous-sol où on était, les bombardements ont eu lieu, etc. Il y a eu beaucoup de choses qui ont été faites pour pouvoir l'éliminer, même à son arrestation. Le président a eu beaucoup de courage. Bon. Mais vous aussi, vous avez eu beaucoup de courage parce que vous étiez au bunker aussi. Comment ça s'est passé? Non, il n'y a pas de bunker. Il n'y a pas de bunker. Il n'y a pas de bunker, parce que quand on dit bunker, c'est un terme militaire qui veut dire que c'est fortifié, il y a des lucarnes, il y a des fortifications, il y a des canaux, etc. Bon, c'est un sous-sol comme on en trouve dans toutes les maisons. D'accord. Alors, nous comprenons mieux les circonstances, mais quelles ont été les répercussions immédiates sur le paysage politique de la Côte d'Ivoire parlant du casse? J'insiste qu'il n'y a pas eu de casse parce que c'est important, c'est sur tout ça que repose l'élection du nom du président Gbagbo de la liste électorale. Donc il est important d'insister sur la question. Il n'y a pas eu de casse et c'est ça qui est dommage. Alors, je dis ça parce que la Banque centrale, qui est censée être la victime, la BCEAO, n'a jamais porté plainte. Jamais. Jamais. Et vous êtes bien placé pour le dire. Oui. Et puis bon, tout le personnel qui était là, quand la réquisition a eu lieu, ce n'étaient pas tous des amis du président Gbagbo. Il y avait de tout dedans. Donc quelqu'un au moins peut se porter témoin pour dire que oui, j'ai vu Katina traînant une caisse de... Exactement, il n'y a pas eu de témoins. Cette banque même qui doit porter plainte, là, elle n'a pas porté plainte. Donc, ça veut dire qu'il y a quelque chose. Je vais laisser couler la vidéo, il y a quelque chose qui cloche. Et le mettant dans un camion, mais rien de tout ça. Un genre de coup monté, pour pouvoir donc éliminer, comme j'ai dit, le président. Alors, c'est des faits, hein, c'est des faits. Et un autre élément qu'il faut souligner, c'est que quand
après le 11 avril, les personnes qui dirigeaient l'agence, la BCAO Côte d'Ivoire, ont été virées et on les a remplacées par d'autres personnes et qui ont pris la place. Et le siège, pour prouver que l'argent avait été pris, puisque selon eux, l'argent avait été pris, donc pour prouver ça, ont commis un audit interne. L'audit interne n'a rien révélé. Donc, selon l'audit interne, rien n'a été volé. On n'en était pas sûr. On va donc commettre un cabinet d'audit de renommée internationale, dont je ne dirai pas le nom, qui est donc commis et qui fait l'audit. Rien. Les Français, qui tenaient aussi à tout prix à montrer que l'argent avait été volé par Gbagbo, ont commis à leur tour le trésor français. Donc, vous avez entendu, hein? Voilà. Celui-là même qui était là, qui était le gouverneur à cette période de la banque de la BCAO, nous donne les informations en nous disant qu'il n'y a pas eu de casse de BCAO. Donc, pourquoi est-ce que Ouattara s'acharne à vouloir trouver des voies et moyens et à condamner le président Laurent Gbagbo et à condamner aussi Katinan, parce qu'ils disent que c'est Katinan qui est à la base. On va revenir maintenant rapidement pour ne pas rendre le direct trop long. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que le président Laurent Gbagbo nous dit concernant les émissaires? On va écouter. Il a déjà écrit qu'il faut mettre Gbagbo. Secrétaire général de l'ONU actuel, Antonio Guterres, était dans l'opposition quand il est venu ici, pour moi. Je le connais depuis avant et tout. Il y en a qui font comme si et qui connaissent les gens. Mais nous tous, on connaît les gens. Donc, l'ONU a déjà écrit. Mais ils vont venir pour lui dire qu'on t'avait parlé. Voilà. Et c'est en cela que j'ai eu l'information que effectivement l'ONU a envoyé des émissaires au niveau de la Côte d'Ivoire pour pouvoir dialoguer avec Ouattara et se rassurer de mettre le nom du président Laurent Gbagbo sur la liste électorale parce que la CPI a déjà jugé le président Laurent Gbagbo et qu'il a été acquitté. Il n'y a aucune raison qu'on puisse encore aller à une deuxième condamnation pour le président Laurent Gbagbo. Mais est-ce que ça va aboutir? Selon les informations que j'ai reçues, jusqu'à présent, Alassane vraiment Ouattara s'entête, il ne veut rien comprendre parce qu'il sait que cette liste électorale, on l'a demandé à Ouattara de faire l'audit de la liste électorale. Il ne veut pas faire parce que ils savent très bien que la liste électorale n'est pas une liste électorale qui est conforme, voilà, aux règles et normes de notre, d'une bonne et conforme CEI. Donc aujourd'hui, ils ne veulent pas faire la réforme, ils ne veulent pas faire l'audit de la liste électorale parce que refaire ça veut dire quelque part que Ouattara a d'avance perdu. Mais les pressions sont sur lui pour mettre le nom du président Laurent Gbagbo sur la liste électorale et aussi la condamnation de Guillaume Soro aussi qui a été jugé sur le volet international par l'Union africaine aussi ont demandé qu'ils mettent le nom de Guillaume Soro sur la liste électorale. Donc aujourd'hui, les émissaires de l'ONU sont sur le territoire ivoirien. Je suis à l'écoute, j'attends encore plus d'informations concernant les discussions qui sont engagées avec Ouattara. Et dès que je reçois plus d'informations, je vais ressortir et venir partager avec le peuple ivoirien. Mais jusqu'à présent, le peu que j'ai eu comme info, c'est que Ouattara s'entête, il ne veut rien comprendre, il ne veut pas du président Laurent Gbagbo, il n'est pas prêt à accepter que le président Laurent Gbagbo, mais c'est pas lui. La Côte d'Ivoire n'appartient pas à Ouattara, la Côte d'Ivoire appartient aux Ivoiriens. On va écouter ça rapidement aussi. Plus fort que ce serait une faute majeure de laisser le président Ouattara interdire au président Gbagbo d'être candidat aux élections de novembre 2025. Parce que la Côte d'Ivoire paierait un prix très fort, un prix fait de sang et de violence, si cela devait aller jusqu'au bout. Le dernier contact que j'ai eu avec Laurent Gbagbo, depuis le bureau du président de la République française, où j'ai essayé de solliciter du président Sarkozy qu'il admette que Laurent Gbagbo avait gagné les élections.
Mais nous savions en France qu'il avait gagné des élections. Mais le président Sarkozy avait obtenu un mandat des Nations Unies pour faire respecter les résultats proclamés par la CENI, alors que le Conseil constitutionnel ivoirien avait déclaré Gbagbo vainqueur. Et c'est là que le président Sarkozy a prononcé ce mot vitrifié. Je vais vitrifier Laurent Gbagbo. Il a dit qu'il a vitrifié Laurent Gbagbo. Il l'a dit dans son bureau. Pourquoi voulez-vous que je mette dans la bouche du président de la République française? Ok, nous allons nous arrêter aujourd'hui pour ce direct. Merci à toutes les personnes qui sont restées connectées avec moi ce soir. Que la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala soit sur tout un chacun. Et que Dieu, dans sa miséricorde, qui continue de pardonner nos péchés et qui nous amène le sens du discernement. Vous passez une excellente journée et on part toujours sans crainte ni peur. On part toujours sereinement. À plus. La première chose, abonnez-vous à cette page. Cliquez sur le bouton s'abonner qui s'affiche juste en bas. Et la deuxième chose, cliquez sur la cloche de notification pour ne rater aucune des vidéos que je publie ici très régulièrement. Retrouvez KDW Africa sur YouTube, Facebook, TikTok.